Bonjour à toutes, bonjour à tous. Voici une petite vidéo pour traiter dans son intégralité le chapitre sur la lunette astronomique. Je vous propose de commencer tout de suite en vous présentant le PDF du cours avec cette belle lunette astronomique qui est une reconstitution de la lunette de Galilée sur fond de paysage florentin. Je vous en parlerai tout à l'heure. Alors, pour traiter ce chapitre, on va commencer par revenir un petit peu sur les connaissances de première et des années antérieures sur la formation des images par les lentilles convergentes. Ça ne devrait pas vous poser beaucoup de problèmes. J'ai dans cette version complété entièrement le PDF, à part les petits dessins que je vais vous montrer maintenant. Donc faites-les vous-même à la maison. C'est un petit quadrillage où je représente une petite lentille convergente ici. Je précise que les échelles sont de 5 centimètres par carreau et la lentille convergente possède une distance focale, je vous le mets ici, de 10 centimètres, c'est-à-dire 2 carreaux. Ça veut dire que le foyer image, comme il s'appelle, va se situer ici. Alors, comment fait-on pour construire une image d'un objet infiniment éloigné? Alors, un objet infiniment éloigné, c'est quoi? Ce sont des rayons lumineux qui nous viennent de l'infini, c'est-à-dire parallèles entre eux. Donc je les représente comme ceci. Faites-le vous-même à la maison. Je représente trois rayons lumineux qui proviennent d'une source lumineuse placée à l'infini et qui arrivent parallèles entre eux et parallèles à ce qu'on appelle l'axe optique, qui est l'axe perpendiculaire à la lentille et qui passe par son centre. Alors j'ai fait apparaître trois points ici, le point O qui est le centre de la lentille, le point F qui est appelé le foyer objet de la lentille et le point F' qui est appelé le foyer image. Si la lentille est parfaitement symétrique, les deux foyers sont symétriques eux aussi par rapport à O. Ok. Alors, on se souvient des règles de construction des rayons lumineux. Un rayon lumineux qui passe par le centre optique, c'est-à-dire le centre de la lentille, n'est pas dévié et poursuit sa course. Et un rayon lumineux qui est parallèle à l'axe optique est dévié par la lentille et émerge en passant par le foyer image. Ça, c'est des choses que vous connaissez. Donc ici, c'est comme si on faisait l'image du soleil, qui est une source très éloignée de lumière ici, à l'infini sur la gauche. Et ben son image sera ponctuelle et concentrée au foyer image de la lentille. Voilà pour la première construction. La deuxième que je vous montre, mais je ne vous demande pas de faire, c'est juste pour illustrer ce qu'on verra tout à l'heure sur la lunette, c'est que si les rayons lumineux sont inclinés comme ça par rapport à l'axe optique, les règles sont les mêmes. Sauf que les rayons lumineux vont venir converger sur ce qu'on appelle le plan focal, c'est-à-dire le plan passant par le foyer objet, le foyer image de la lentille. Donc, la seule chose que je peux tracer ici, c'est le rayon lumineux qui passe par le centre optique, puisque je sais qu'il n'est pas dévié. Donc, il poursuit sa course sans subir de déviation. Les autres rayons lumineux vont converger au même point que l'intersection de ce rayon lumineux et du plan focal, c'est-à-dire que ça va se passer comme ceci. Donc, si les rayons lumineux sont inclinés par rapport à l'axe, on retient que les rayons lumineux vont venir converger sur ce qu'on appelle le plan focal. Pour déterminer le point du plan focal de convergence, et ben c'est le rayon lumineux qui passe par le centre optique de la lentille. Ça, c'est pas la peine de le faire dans votre cours, c'est pour illustrer quelque chose qu'on verra tout à l'heure. Je reviens dans notre cours. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire? C'est que l'image d'un objet très éloigné à l'infini se forme sur le plan focal de la lentille, nous venons de le dire. Bon, alors maintenant, plaçons un objet réel qui va se placer à 30 centimètres de la lentille. Alors, je reviens sur la petite animation et l'objet va se placer ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6 carreaux, 6 fois 5, 30. J'ai un objet qui vient se placer à 30 centimètres de la lentille. Alors, on va essayer de reconstruire l'image du sommet de cet objet qui est représenté par une flèche en construisant deux rayons lumineux. Le premier qui est le rayon lumineux qui est parallèle à l'axe optique et qui va émerger par le foyer objet, rappelez-vous, et un deuxième rayon lumineux qui va être le rayon lumineux qui va émerger du même endroit et qui ne va subir aucune déviation.
Donc je me retrouve ici avec un point de convergence des rayons lumineux et c'est comme ça qu'on peut déterminer la position de l'image qui va se retrouver à l'envers du côté des images. Si je mets un écran ici, je trouverai l'image de cet objet qui se matérialisera sur un écran et à l'envers comme vous le voyez. Alors si je regarde les échelles sur mon schéma, 1, 2, 3 carreaux, eh bien on se retrouve avec 3 fois 5, 15 et je peux affirmer que l'image est à 15 centimètres de la lentille. Alors petite précision rapide, on se demande souvent comment deux rayons lumineux peuvent émerger comme ça d'un seul et même point. Il faut bien se rappeler que par exemple ce sommet de l'objet diffuse la lumière dans toutes les directions, donc il y a un rayon qui part là, un qui part là, un qui part là, bref dans tous les sens évidemment. Donc je ne représente simplement que deux rayons lumineux parmi cette infinité, juste par commodité, parce que je sais comment ils vont émerger après avoir traversé la lentille. Important de se souvenir de ça. Alors, ok. Et puis, je vous pose une petite question dans le cours, alors qui vous demande d'utiliser la formule de conjugaison. Attention, elle n'est pas du tout au programme de terminale, c'était juste l'histoire de se souvenir comment ça fonctionne. Elle est absolument pas à connaître par cœur, mais moi je vais vous la rappeler. Alors, la formule de conjugaison, c'est celle-ci. Essayez de le faire tout seul à la maison. Le but du jeu, c'est essayer de retrouver que l'image se trouve en effet à 15 centimètres de la lentille, mais cette fois-ci par le calcul. Alors, petit rappel, ce point-là, je vais l'appeler le point A. Ce point ici, je vais l'appeler le point A'. J'ai le point F, le point F' et le point O. A, c'est donc ce point-là de l'objet, et le point A' est ce point-là de l'image. Et la formule de conjugaison nous affirme que 1 sur OA' moins 1 sur OA, c'est égal à 1 sur OF'. C'est quoi OF'? C'est la distance focale de la lentille. OA', c'est la distance entre le centre de la lentille et l'image. C'est ce qu'on cherche donc. Et OA, c'est la distance entre le centre de la lentille et l'objet. Attention, toutes ces grandeurs sont algébriques. On compte positivement les longueurs de gauche à droite par convention. Et il faudra donc penser au fait que par exemple OA est une distance qui vaut moins 30 du coup en centimètres. Ok, donc si je connais cette distance qui vaut moins 30, hein, comme je vous l'ai dit, cette distance-là, on l'a dit, notre distance focale est de 2 carreaux, c'est-à-dire 10 centimètres. Il ne me reste plus qu'à extraire de l'équation cette grandeur qui est là. Alors c'est quelque chose que je fais directement sur le corrigé. J'isole 1 sur OA'. Ok, je mets sous même dénominateur ces deux éléments. Ok, hop hop hop, on arrive là et je me retrouve, après avoir mis sous même dénominateur et inversé les deux membres de l'équation, avec 1 sur OA' qui est égal à OA fois OF' sur OF' plus OA. Je répète, toutes ces grandeurs sont algébriques, elles peuvent être négatives, hein. Donc ok, je fais l'application numérique. Pas besoin de changer en mètres, de convertir en mètres, puisque j'ai distance sur distance dans l'équation. Donc je garde les longueurs en centimètres. Combien vaut OA? Moins 30. Combien vaut OF'? 2 carreaux, c'est donc 10 centimètres. OF' 10 centimètres et OA moins 30. Je fais mon petit calcul et je tombe bien sur 15 centimètres pour la distance entre la lentille et l'image. Donc rappelez-vous, hein, la formule de conjugaison, elle permettait donc de prévoir la position d'une image si je sais où est l'objet et la distance focale de la lentille. Je n'en dis pas plus, c'est bien de le refaire, mais ça ne vous arrivera pas dans le cadre de la terminale. Ok, allez, trois, pardon. On va maintenant rapprocher un petit peu cet objet et le placer à 20 centimètres de la lentille. Qu'est-ce que ça change pour l'image? Eh bien, on va regarder ça tout de suite. Donc, je place mon objet à 20 centimètres de la lentille. Faites-le vous-même à la maison. Je construis mes rayons lumineux et je trouve un point de convergence qui est plus éloigné et une image qui va se former ici. Remarquez que dans ce cas-là, ça peut se montrer avec les formules de conjugaison. Vous l'avez peut-être fait l'an dernier. La situation est parfaitement symétrique, mais que dans ce cas-là.
En effet, quand l'objet vient se poser à 2 fois la distance focale de la lentille, on peut montrer, là on le montre par le dessin mais aussi par le calcul, ça peut se faire facilement, que j'ai une situation parfaitement symétrique et que l'image se pose à 30 centimètres de la lentille. Si je place un écran ici, je verrai l'image de cet objet renversée sur mon écran. Ok, allez, petite étape suivante. Que se passe-t-il maintenant si l'objet est à 10 centimètres de la lentille? Allons-y. Alors, on place à 10 centimètres de la lentille. Alors là, cas très particulier qui aura son importance tout à l'heure sur la lunette. L'objet vient se poser à 10 centimètres de la lentille, c'est-à-dire qu'il est dans le plan focal. Il est sur le foyer objet de la lentille. Alors, je vais respecter mes règles habituelles de construction des rayons lumineux et je vais obtenir ceci et cela. Alors là, petit problème, les rayons lumineux ne peuvent pas converger puisqu'ils sont parallèles entre eux. On dit que l'image est rejetée à l'infini dans cette situation, puisque les rayons lumineux ne convergent pas. Donc l'image est à l'infini. Qu'est-ce que ça peut signifier? J'y reviendrai un peu tout à l'heure. Alors maintenant, après avoir constaté que l'image était à l'infini, rapprochons encore l'objet de la lentille et plaçons-le à 5 centimètres de la lentille. Refaisons la construction de nos rayons lumineux, comme ceci et comme cela. Et là, la situation est un peu embêtante puisque j'ai des rayons lumineux qui divergent. Donc une image ne va pas pouvoir se reconstituer du côté droit de la lentille, l'endroit où je place un écran pour voir les images. Donc j'aurai sur un écran quelque chose de flou et je ne verrai jamais l'image de cet objet. Par contre, si je place mon œil ici de ce côté de la lentille, que je regarde cet objet à travers la lentille, on peut montrer que si je prolonge les deux rayons lumineux de ce côté-là, que j'ai matérialisé en pointillé ici, eh bien, si je place mon œil de ce côté-là de la lentille, ou quelque part on peut dire un peu n'importe où, si je regarde à travers la lentille, mon œil va voir une image cette fois-ci bien droite et agrandie de l'objet regardé à travers la lentille. Ceci est ce qu'on appelle une image virtuelle, puisqu'elle n'est pas matérialisable sur un écran. C'est quelque part une illusion d'optique. Vous aviez vu peut-être en seconde que quand un œil regarde des rayons lumineux qui proviennent d'une certaine source, l'œil interprète toujours comme les rayons lumineux comme s'ils étaient venus tous les deux en ligne droite. C'est vrai pour ce rayon-là, qui est venu en ligne droite, mais pour ce rayon-là qui a subi une déviation, mon œil interprète comme si ce rayon lumineux n'avait pas été dévié. C'est pour ça que je l'ai prolongé comme ça par des petits pointillés et j'obtiens une image virtuelle. Dans la vie réelle, c'est très simple. Quand je regarde à la loupe un objet, en effet, j'observe une image virtuelle qui est droite et qui n'est pas renversée. Hein, elle est dans le même sens que l'objet. C'est une image virtuelle parce qu'elle n'est pas matérialisable sur un écran. C'est simplement ce qu'on peut appeler une illusion d'optique. Voilà. Alors, tout ça, vous en aviez parlé l'an dernier, donc j'ai fait un petit commentaire ici, et on peut continuer et maintenant passer à ce qui nous intéresse vraiment dans ce chapitre, c'est euh, une petite réflexion sur le fonctionnement de la lunette astronomique. Alors, vous avez ce schéma qui est écrit directement dans le cours, et on va essayer de comprendre un petit peu comment il fonctionne. Alors, premier commentaire, je précise que la lunette astronomique qui est présentée ici est un système afocal. Elle est composée de deux lentilles, L1 et L2. Alors on va retourner dans l'animation et je vais essayer de reconstruire avec vous petit à petit cette construction géométrique pour comprendre comment ça marche. Alors on y va. Alors la lunette astronomique, on vient de le dire, elle est composée de deux lentilles, L1 ici, L2 là. La première lentille est celle qu'on va appeler l'objectif. Dans une lunette astronomique, c'est celle qui se retrouve à l'autre bout de la lunette, bien sûr, c'est elle qui va collecter les rayons lumineux. Et puis, près de notre œil, à l'autre bout de la lunette, il y a une autre lentille qu'on appelle l'oculaire. La combinaison de ces deux lentilles, on va le voir, est capable de grossir un objet, on va voir comment.
L'objectif, comme vous le voyez sur ce schéma, son centre optique, je l'ai appelé O1, a une grande distance focale. Il faut arriver à voir sur l'écran ici, F'1 est placé là. Donc la distance focale de l'objectif est une distance focale de grande dimension. Ça a son importance, on va voir pourquoi tout à l'heure. L'oculaire, par contre, est une lentille qui a une distance focale beaucoup plus faible. Et pourquoi ce dispositif est afocal? C'est parce que le foyer image de l'objectif et le foyer objet de l'oculaire f2 coïncident en un même point que je vous montre ici avec ma souris. Donc les deux foyers ici sont confondus. Distance focale de l'oculaire, je vous remonte. Distance focale de l'objectif, je vous remontre encore. Alors, on va refaire rapidement la construction de rayons lumineux pour comprendre comment ça marche. Alors on y va. Qu'est-ce qui est matérialisé ici? Il est matérialisé un point B qui est placé à l'infini. Toujours difficile de parler des infinis, mais ça va nous permettre de faciliter la construction des rayons lumineux. Donc j'ai un point B. Imaginez que ce soit, je sais pas moi, un endroit de la Lune, par exemple, que vous regardez à la lunette astronomique. Cet objet est extrêmement éloigné. Donc on va extrapoler et dire qu'il est placé à l'infini. Cet objet B, le rayon qui provient de lui, va faire un certain angle qu'on appelle alpha avec l'axe optique. Donc cet angle alpha, ça peut être quoi? Ça va être l'angle sous lequel vous regardez la Lune, on pourrait dire à l'œil nu. On fait comme s'il n'y avait pas de lentille là pour l'instant, vous placez votre œil là, vous regardez la Lune, le diamètre de la Lune va être vu sous un angle alpha. Alors, ce rayon lumineux n'est pas dévié parce qu'il passe par le centre optique de ma première lentille qui est l'objectif. Ok, alors on continue. Je peux maintenant tracer un deuxième rayon lumineux qui est parallèle au premier, que j'ai fait ici en bleu, qui va être dévié et qui va venir converger avec le premier sur le plan focal, image de l'objectif. Revoyez ce que j'ai dit tout à l'heure, quand les rayons lumineux étaient inclinés et venaient de l'infini. En effet, le rayon bleu est légèrement dévié et va venir converger ici sur le plan focal de l'objectif. Tout l'intérêt de la lunette astronomique, c'est que cette convergence des rayons lumineux correspond à une image réelle qui va être observée à travers l'oculaire. Alors c'est quoi la suite des trajectoires de mes rayons lumineux? Souvenez-vous, un rayon lumineux qui se forme sur le plan focal, d'abord je peux en tracer un. Vous voyez où est ma souris. J'ai tracé un rayon lumineux qui émerge d'ici, le rayon particulier qui va passer par le centre de l'oculaire. Je sais que ce rayon lumineux n'est pas dévié. Alors pourquoi j'ai tracé ça? C'est tout simplement une commodité puisque je sais maintenant que les rayons lumineux, le bleu et le rouge, vont venir frapper la lentille, vont être déviés mais vont émerger parallèlement à ce rayon lumineux virtuel que j'ai tracé ici. Et hop, voilà, le rayon lumineux rouge est dévié comme ceci et le bleu comme cela. Ces trois rayons lumineux sont parallèles entre eux. Et qu'est-ce qu'on voit apparaître ici? Eh bien, on voit apparaître un nouvel angle alpha prime que j'ai noté de ce côté et de ce côté-là, qui va être l'angle sous lequel l'objet placé à l'infini B va être vu par un œil qui regarde à travers la lentille. Hop, on dessine un petit œil qui va regarder ici l'image formée par l'oculaire et l'objectif de mon objet B placé à l'infini, et mon œil va le voir sous un angle alpha prime qui, vous le voyez, est bien plus important que l'angle alpha qui est celui qui aurait été vu si l'œil avait regardé sans lunette astronomique. Alpha prime, c'est l'angle vu à travers la lunette, alpha c'est l'angle vu sans lunette. Et on voit que cet angle est évidemment plus important à travers la lunette astronomique, c'est ce qui nous explique que la lunette peut grossir les images. Cette construction n'est pas facile à faire, entraînez-vous à la faire. Il y en a dans les sujets de bac où il faut compléter cette construction. Donc ça, vous le verrez en exercice. Et suivez les règles que je viens de vous énoncer. C'est la même chose à chaque fois, de toute façon. D'accord. Alors, j'ai fait les commentaires dans le cours qui correspondent à ce schéma-là. L'objectif forme une image réelle de l'objet B à l'infini. Cette image réelle est placée ici sur le plan focal. Là.
On observe cette image avec une loupe, c'est-à-dire avec une lentille convergente, l'oculaire. Cet objet B' va être renvoyé à l'infini du côté de l'oculaire et on observe un angle qui est plus important que l'angle si on n'avait pas vu à travers la lunette, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. On dit que la lunette est afocale car les deux foyers sont confondus, on l'a dit tout à l'heure. Voilà, alors la dernière partie, essayez de la faire tout seul, là je vais vous présenter la correction, c'est de définir ce qu'on appelle le grossissement d'une lentille. Pour définir le grossissement d'une lentille, on va tout simplement définir son grossissement angulaire, ce qui est beaucoup plus pratique qu'un grossissement spatial. La définition est relativement simple, c'est la seule qu'il faut retenir, regardez bien, le grossissement noté G pour une lentille, il permet de quantifier l'agrandissement de l'image obtenue par rapport à l'objet. Ça va correspondre, G, cette grandeur qui est sans dimension, au rapport de l'angle alpha' sur l'angle alpha. Ces deux angles étant exprimés en radians. Donc sur le schéma, revoyez alpha', revoyez alpha, et cette relation du grossissement, c'est la seule qui est à connaître. Ok. Je reviendrai sur cet angle limite d'observation par l'œil humain dans quelques instants. La seule chose que je vous demande d'essayer de faire, alors vous voyez la correction en bas peut-être de la feuille, mais on va le regarder ensemble, c'est d'exprimer ce grossissement en fonction des distances focales des lentilles. Pour ça, on va faire l'approximation habituelle qui nous dit qu'on peut considérer l'angle alpha et l'angle alpha' comme très petit et assimiler l'angle à sa tangente pour des raisons qu'on a déjà expliquées dans d'autres chapitres. En effet, on observe des objets qui sont à des millions de kilomètres par rapport aux dimensions de ma lunette astronomique. Ces angles vont être évidemment considérés comme très petits. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va exprimer la tangente de alpha et la tangente de alpha'. Je remonte un tout petit peu. La tangente de alpha, c'est quoi? On va regarder dans ce triangle rectangle ici. D'accord? Et vous essayez de l'exprimer. Tangente alpha, ça va être cette distance-là sur cette distance-là. Ensuite, je vais exprimer tangente de alpha'. Vous le voyez ici, alpha'. Dans ce triangle-là, rectangle, tangente de alpha', ça va donc être encore une fois cette distance-là, que vous voyez là, sur cette distance-là, qui est matérialisée ici à la souris. Et vous apercevez que cette distance-là, c'est justement la distance focale de la lentille 2. Donc refaites ce petit calcul à la main. Je vous montre le résultat. Donc alpha que je peux assimiler à sa tangente, ce sera la distance sur le schéma f'1 b' sur O1 f'1. C'est justement la distance focale de l'objectif. Pour alpha', f'1 b', la même valeur, divisé par O2 f2, eh bien c'est la distance focale de l'oculaire. Donc je peux maintenant appliquer ma formule du grossissement en disant que grossissement c'est alpha' sur alpha, c'est-à-dire cette grandeur sur celle-ci. Et une fois que vous avez simplifié, vous vous apercevez que le grossissement correspond en fait au rapport des distances focales de l'objectif sur l'oculaire. Voilà. La notation de la distance focale peut se faire comme ceci, f'1, mais on peut l'écrire aussi comme ceci, O1, f'1. Les deux notations sont confondues. Il faut connaître les deux. Donc, conclusion, une lunette astronomique, son grossissement va dépendre de la distance focale de l'objectif, qui doit être la plus grande possible, donc, et la distance focale de l'oculaire, qui doit être la plus petite possible, et on obtiendra un grossissement important. Voilà. Et pour terminer, je vous laisserai faire ce petit exo. Vous voyez qu'une fois qu'on sait ça, c'est relativement facile, puisque là, je vous propose de prendre un cas réel d'une lunette astronomique du marché sur Internet. Et j'ai pris des vraies valeurs correspondant à des lunettes astronomiques standards, on va dire. Et donc, c'est une lunette qui est vendue avec un objectif de distance focale 700 mm. Ce qui est standard à peu près dans les lunettes astronomiques du commerce. Et il y a deux oculaires. Les oculaires, c'est ce que vous voyez. Alors, c'est pas ça, ça c'est le chercheur, excusez-moi. L'oculaire, c'est la lentille qui est là. Elle est légèrement coudée. Et tout ça, c'est interchangeable. Donc, on peut changer d'oculaire pour pouvoir faire varier les grossissements en fonction de ce qu'on observe. Donc, il y a un oculaire de
25 mm, un oculaire de 10 mm, et je vous demande de calculer le grossissement pour chacun des oculaires. Ça ne vous posera aucun problème puisqu'il s'agit de faire une simple division. Voilà, donc le chapitre se termine comme ceci. Donc je vous engage à bien revoir. Alors cette construction qui est pas très facile à comprendre, mais essayez de vous rendre compte que c'est un petit peu toujours la même chose qu'on va vous demander de faire. Après pour le reste, savoir exprimer le grossissement, savoir l'exprimer en fonction des distances focales en exploitant la géométrie de notre construction. Et puis finalement, eh bien, écoutez, c'est tout pour ce chapitre. Un dernier petit mot avant de nous quitter. Vous vous souvenez, je vous avais présenté en, en présentation ou en introduction, pardon, de notre document du cours, cette lunette astronomique. Alors pourquoi à Florence? Eh bien, il faut savoir que la lunette astronomique a été inventée plutôt aux Pays-Bas, en fait, à la fin du XVIIe siècle, où les meilleurs polisseurs de lentilles étaient néerlandais, et on a commencé en Hollande à fabriquer des lunettes astronomiques à la fin, alors j'ai dit 17e, je crois que je me suis trompé, c'est du 16e siècle, hein, pardon. Et un certain Galilée s'est procuré à Florence une lunette astronomique via des intermédiaires hollandais, une lunette de ce type-là. Alors, la lunette astronomique, au départ, on s'en servait juste pour observer des animaux ou des objets lointains, c'est-à-dire des objets terrestres. Galilée est le premier à avoir eu l'idée d'observer le ciel avec. Donc on est au début du XVIIe siècle et la première chose qu'on a envie de regarder quand on a une lunette astronomique ou des jumelles, c'est bien sûr la Lune. Et la première observation qu'il fait de la Lune, il me semble que c'est à la fin de 1609, de l'année 1609, il observe la Lune. Alors elle était certainement pas aussi jolie à travers sa lunette, vous vous en doutez, mais la première chose dont il se rend compte, et il fait beaucoup de dessins de ses observations, c'est que la Lune n'est pas aussi lisse que ce qu'on pouvait penser. Donc pendant tout le Moyen Âge et même l'Antiquité, on pensait que les astres en dehors de la Terre étaient des astres parfaits, des petites boules bien lisses et géométriquement parfaites. Et Galilée, rapidement, avec cette première lunette, se rend compte en regardant le terminateur c'est la ligne de séparation entre la partie éclairée et la partie sombre de la Lune. C'est l'endroit où les rayons lumineux du Soleil sont rasants, et c'est là où on peut voir l'ombre projetée par les cratères, et donc de s'apercevoir que la Lune est en fait un astre imparfait et criblé de petits trous. Commence l'année 1610 et Galilée a l'idée de regarder la planète Jupiter, qui est connue depuis l'Antiquité comme un point très lumineux dans le ciel. Alors il regarde Jupiter dans les premiers jours de l'année 1610, on est en janvier, et il fait ces dessins un peu bizarres. Enfin, ils sont pas bizarres du tout, on va essayer de les expliquer, et vous avez vu, jour après jour, donc ça a été retouché le document, mais c'est exactement comme ça que Galilée l'a représenté de sa main. Vous pouvez chercher sur internet, les documents d'époque existent. Alors qu'est-ce qui représente jour après jour la position de Jupiter qu'il voit dans le ciel? Alors sa lunette n'est pas assez grande pour voir la tache rouge et tout ça, c'est encore un point très lumineux, mais il se rend compte de quoi? C'est que le 10 janvier, il s'aperçoit qu'il y a deux petits points qui sont collés comme ça à Jupiter. Il revient le 11 janvier, la nuit du 11 janvier, ces deux petits points se sont éloignés du côté est de Jupiter. Très proches, très faibles, mais ils ont un peu bougé. C'est la première fois dans l'histoire de l'humanité qu'on observe, en dehors des comètes, un événement, et des supernovas aussi, qu'on observe quelque chose de changeant dans le ciel qui était censé être immuable dans la philosophie aristotélicienne. Le 12 janvier, grande surprise, un troisième point lumineux fait son apparition, il le note ici, et le point lumineux qui était à gauche est passé à droite. Et on continue comme ça, et surprise, le 13 janvier, un quatrième point vint s'inviter, et nuit après nuit, ces points-là bougent autour de Jupiter. Extrêmement étonnant. Il les appelle les étoiles médicéennes. Ce sont des astres qui se meuvent, excusez-moi, nuit après nuit autour de Jupiter. Alors, l'intuition de Galilée est la bonne, il se doute
en effet, qu'il a en fait découvert les quatre satellites de Jupiter que vous pouvez voir vous-même, hein, à la jumelle, ça se voit bien. Vous ne voyez pas Jupiter aussi joli que ça reste un point lumineux à travers des jumelles ou la lunette astronomique de Galilée, mais ces quatre petits points vont apparaître à votre vue et eux ils sont pas visibles à l'œil nu. Et nuit après nuit, vous allez voir bouger de part et d'autre de Jupiter. Alors, qu'est-ce que ça peut donner en vrai? Là, je vous montre un petit gif animé. Ça a été enregistré par une sonde Juno qui passait pas loin de Jupiter, où vous pouvez voir que ces quatre satellites de Jupiter, ici on n'en voit que trois parce que l'autre est en dehors du champ, on va donner leur nom tout de suite, c'est Io, Callisto, Ganymède et Europe, les quatre plus gros satellites de Jupiter que Galilée découvre en 1610. Son hypothèse est la bonne. Il s'imagine bien que, en effet, il est en train de voir des satellites tourner autour de Jupiter. Et je vous montre rapidement cette petite vidéo où vous voyez, je vais faire pause ici. Hop, vous avez Jupiter comme ça, et c'est vraiment comme ça qu'on le voit dans une lunette astronomique. Évidemment, le mouvement est accéléré, ce sont des observations nuit après nuit, et on peut voir le balai des quatre satellites autour de Jupiter qui se déplacent nuit après nuit. Ça a été le grand génie, un des grands actes de génie de Galilée, de concevoir que, en effet, il y avait des satellites qui tournaient autour de Jupiter. En quoi c'est une révolution, puisque c'est la première fois qu'on voit des objets tourner autour d'autre chose que la Terre, ce qui pose un problème, bien sûr, pour l'hypothèse géocentrique qui n'a plus que quelques années à survivre après le procès de Galilée. Voilà, encore une autre image. Alors celle-ci a été prise d'une sonde, encore c'est la sonde Juno de la NASA, qui en passant près de Jupiter a pris les images de ces satellites que je vous renomme Io, Callisto, Ganymède et Europe. Il se trouve que ce sont les noms des amants et maîtresses du dieu Zeus, dont le nom romain est, je vous le donne en mille, Jupiter. Voilà, vous pouvez voir maintenant ces quatre satellites qui sont maintenant bien connus. On en a découvert une soixantaine d'autres tout petits, puisque Jupiter a un cortège de satellites extrêmement important. Voilà, notre chapitre se termine comme ceci. Je vous souhaite bon courage pour le travailler, et puis on aura l'occasion d'en discuter un petit peu plus tard s'il y a besoin de préciser quelques détails. À bientôt.